Bonjour à tous, ici on va faire une dernière correction vidéo d'une épreuve de concours pour vous préparer à l'épreuve de chimie des mines qui arrive prochainement. Donc ici je vais corriger en fait le sujet de la banque PT qui est tombée cette année, donc très récemment encore une fois. Donc ça se rapproche assez d'un sujet de type chimie des mines, si ce n'est que ça dure 2 heures au lieu d'une heure et demie. Et donc voilà, il n'y a pas de calculatrice comme aux mines, donc c'est un bon entraînement, il y a un peu de tout. Donc on va faire le sujet ensemble, et puis derrière vous pourrez être prêt, je pense, pour l'épreuve de chimie des mines. Donc je vais mettre le sujet dans le lien de la description de la vidéo, comme ça vous pouvez vous entraîner à faire le sujet avant de regarder les vidéos de correction. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez toujours mettre sur pause pour répondre aux questions par vous-même. Donc là, vous avez sur la première page toutes les données dont on aura besoin dans l'énoncé, donc j'y reviendrai très souvent. Et donc ça commence par une partie sur l'azote et le phosphore. Et donc on commence par vous parler de l'ammoniac et de la phosphine, NH3 et PH3. On me donne les différents angles entre les atomes. Et donc dans le cas de l'ammoniac, reproduire le schéma de la figure 1. Donc vous avez ici le NH3 qui va ressembler à ça. Voilà. Et donc, indiquer la polarisation des liaisons, donc il faut aller regarder les électronégativités. Vous voyez que l'électronégativité de l'azote est supérieure à celle de l'hydrogène, voilà, qui de N supérieur à qui de H. Donc, on va avoir finalement les doublés des liaisons qui vont être plus proches de l'azote que des hydrogènes, ce qui va créer un déséquilibre des barycentres des charges. Et donc, on va avoir trois moments dipolaires de liaison, des mu NH, qui vont être dirigés du N vers le H. Toujours de la charge négative vers la charge positive, un QNP en électrostatique. Donc voilà pour les dipôles, les moments de chacune des liaisons. Et donc le moment dipolaire résultant, ici, si on fait un peu de géométrie, on va s'apercevoir qu'il est dirigé vers le bas. Donc ça, c'est le mu de NH3 qui est différent de 0. Donc la molécule, elle est polaire, tout simplement. Ici. Lorsqu'on refroidit l'ammoniac gazeux à une température inférieure à sa température d'ébullition, on obtient de l'ammoniac liquide, nommé là où les forces assurant la cohésion de l'ammoniac liquide. Donc ici, les forces intermoléculaires sont de deux types. Donc, premièrement, vous avez les interactions de type Van der Waals. Et ici, comme NH3 est polaire, eh bien, vous avez les trois types d'interactions qui sont Debye et London. Je vous rappelle, interaction dipôle permanent, dipôle permanent, dipôle permanent, dipôle induit et dipôle induit, dipôle instantané. Et vous avez également des interactions par liaison hydrogène ici, dans le cadre de NH3. Puisque quand vous représentez NH3, NH3 possède un doublet non liant. Donc si vous prenez deux molécules de NH3 juxtaposées, eh bien, un des hydrogènes ici de NH3 va venir faire une liaison hydrogène avec le doublet non liant de la molécule de NH3 juste à côté. Donc voilà les deux types d'interactions. Indiquer l'ordre de grandeur des énergies associées. Les interactions de Van der Waals, c'est de l'ordre de quelques kilojoules par mol. En énergie de liaison, 1 à 10, grosso modo. Et ici, on est plutôt sur une vingtaine de kilojoules par mol, 20 à 40, comme ordre de grandeur. Donc justement, sous pression de 1 bar, on vous dit que l'ammoniac bout à moins 33 et la phosphine à moins 133. Interprétez la différence de température d'ébullition. Donc ici, on a le fait que NH3 et PH3 sont toutes les deux polaires. Donc, on a des interactions de Van der Waals de type Kissom, London et Debye pour les trois. Kissom, Debye, London pour les trois. Alors après, on peut comparer les électronégativités. Donc, la différence d'électronégativité entre P et H est égale à 0,1. La différence d'électronégativité entre N et H est égale
cette fois-ci à 0,9. Donc on se rend compte finalement que, premièrement, pH 3 est très peu polaire finalement, puisque les liaisons sont très peu polarisées. Donc on a très peu finalement d'interaction de Van der Waals de type Kissom et de type Debye. Donc ça, c'est la première observation que l'on peut faire. Deuxième observation que l'on peut faire, c'est que le volume de la molécule de pH 3 est supérieur au volume de NH3. Donc pH 3 est plus polarisable que NH3. Donc les interactions de London de pH 3 sont censées être plus importantes que les London de NH3. Et enfin, dernière information, eh bien, on a des liaisons hydrogènes pour NH3, mais pas pour pH 3, car pH 3 est trop volumineux, et que les liaisons hydrogènes nécessitent une place toute petite pour se mettre en place. Et donc le bilan, c'est que comme on a grosso modo à peu près les mêmes interactions de Van der Waals, puisqu'on a un peu moins de Kissom et de Debye pour pH 3, mais on a des liaisons de London un peu plus grandes pour pH 3. Donc finalement, on se retrouve avec des interactions de Van der Waals à peu près équivalentes. Donc la différence principale se joue sur les liaisons hydrogènes. Et donc comme on a des liaisons hydrogènes pour NH3 mais pas pour pH 3, eh bien, les interactions intermoléculaires sont plus fortes pour NH3 que pour pH 3. Et comme les interactions intermoléculaires, il manque ici le préfixe, sont plus fortes pour NH3 que pour pH 3, donc la température d'ébullition de NH3 est supérieure à celle de pH 3. Tout ça reste évidemment qualitatif. Alors, deuxième partie, je continue, je ferai une pause à la fin de cette partie A2. Donc, on considère une décomposition de la phosphine ici. Et donc, question 4, déterminer l'influence d'une élévation de pression. Donc là, il faut qu'on écrive le quotient réactionnel de cet équilibre. Donc, le quotient réactionnel, c'est égal à l'activité de H2 à la puissance 6 divisé par fois l'activité du P4 solide divisé par l'activité de pH 3 à la puissance 4. Le solide a une activité de 1, donc il nous reste pression partielle en H2 à la puissance 6 sur pression partielle en pH 3 à la puissance 4. Et il me reste un P standard au carré qui ne va pas se simplifier ici. Voilà, et ensuite on utilise la loi de Dalton qui nous dit que la pression partielle c'est égal à Ni sur la quantité de matière totale de gaz fois la pression totale. Et on va obtenir que le quotient réactionnel, si on fait le calcul, on va avoir un NH2 à la puissance 6 divisé par un N de pH 3 à la puissance 4. Il va rester en fait un N tot à la puissance 2, ici, qui ne va pas se simplifier. Et il va y avoir un P tot carré au numérateur divisé par P standard carré. Donc voilà pour le quotient réactionnel. Et donc, à température et composition constante, donc on part d'une situation d'équilibre. Donc la situation d'équilibre, c'est une situation pour laquelle vous avez QR qui est égal à K. Et on augmente, puis on augmente la pression. Donc je suis parti d'une situation d'équilibre. Donc sur ma flèche de QR, je suis parti d'une situation pour laquelle le QR était égal à K. J'augmente la pression, donc le nouveau QR devient plus grand que QR au vu de l'expression que j'ai obtenue au-dessus. Donc QR' se retrouve ici. Et donc je vois que pour réatteindre l'équilibre, eh bien, mon système doit évoluer dans le sens de diminution du quotient de réaction. Donc on a une évolution dans le sens indirect. C'est-à-dire dans le sens de la formation
de H2, de pH3, pardon. Voilà, donc si on augmente la pression, on a une évolution dans le sens indirect. C'est cohérent avec ce que certains connaissent peut-être sous le nom de loi de Le Chatelier, c'est-à-dire qu'une évolution de pression à température et composition constante déplace l'équilibre dans le sens de la diminution de la quantité de gaz. Donc ici, on a plus de gaz dans les produits que dans les réactifs. Donc si on augmente la pression, ça va déplacer l'équilibre vers la gauche. Donc on nous dit que delta FH rond de P4 solide est égal à 0. En déduire une information sur l'espèce P4 solide, bon bah voilà, P4 solide, et l'état standard de référence. Du phosphore à température ambiante. Donc si vous cherchez du phosphore à température ambiante, eh bien, il va se trouver naturellement sous forme de P4 solide. Et si vous voulez former du phosphore sous une autre forme que le P4 solide, il va falloir apporter de l'énergie pour le fabriquer. Donc, je vous rappelle que c'est ça que ça veut dire, c'est que l'enthalpie de formation est nulle, tout comme on a que l'enthalpie de formation du dihydrogène ou du dioxygène sont nuls à température ambiante, puisqu'on le trouve naturellement sous cette forme thermodynamiquement stable. Et on remarque bien que P4 est un corps simple, donc c'est tout à fait cohérent. Il n'y a pas eu besoin de former des liaisons. C'est un corps simple, constitué uniquement d'un atome, et ensuite, c'est l'état stable du phosphore à température dans les conditions normales, les conditions standards. Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de la réaction R1. Donc là, on va utiliser la loi de Hess. Je vais me rajouter une petite page. Hop, voilà. Donc ici, par loi de Hess, vous avez que delta RH standard de cette réaction est égal à delta FH standard du P4 solide, justement, qui vaut 0, plus 6 fois delta FH standard du H2 gazeux, qui pour les mêmes raisons que le P4 solide vaut 0, moins 4 delta FH standard du pH3 gazeux. Donc ça vaut 0, ça vaut 0, et donc il reste uniquement le pH3, ça vaut 5,6, donc ça fait moins 4 fois 5,6. Je vous rappelle que c'est une épreuve sans calculatrice, donc il faut absolument savoir calculer ce type de choses. Donc 4 fois 5, 20, 4 fois 6, 24, donc ça fait 22,4 kJ par mol. Donc c'est exothermique. Je ne sais pas si ça servira, mais toujours intéressant de l'écrire ici. En justifiant, déterminer le signe de l'entropie standard de la réaction. Donc ça, c'est une question également intéressante. Je vous rappelle qu'il faut savoir le faire. Donc ici, on a la somme des delta nu I gaz. La variation des delta nu I gaz, c'est égal au nu de H2 moins plus le nu bar de pH3, qui sont les seules espèces gazeuses. Donc c'est 6 moins 4, c'est égal à 2, c'est positif. Donc, on a formation de gaz. C'est-à-dire que pour une mol de pH3, je vais avoir tendance à former un peu plus de... Pour 4 mols de pH3, je vais former 6 mols de NH2. Pour 4 mols de NH3, on forme 6 mols de H2. Donc, comme les espèces gazeuses sont celles qui participent le plus à l'entropie du système, et bien forcément, delta RS ronde ici va être positif. Exprimer littéralement la constante d'équilibre de la réaction en fonction, entre autres, de son enthalpie standard et de son entropie standard. Donc là, c'est une question assez facile. Si on connaît son cours, on a delta RG standard qui est égal à delta RH standard moins T delta RS standard, et delta RG standard est égal à moins RT ln de K standard, d'où moins RT ln de K standard est égal à delta RH rond moins T delta RS rond. On en déduit que ln de K standard est égal à delta RS standard sur R moins delta RH standard sur RT. Voilà. Je n'ai pas écrit de bêtises. Et puis on en déduit que
K standard est donc égal à l'exponentielle de delta RS rond sur R moins delta RH rond sur RT. Ici, obtenu. Et donc on s'aperçoit que comme delta RS standard est positif, que delta RH standard est négatif, l'argument de l'exponentielle est positif. Donc on a une constante qui est une réaction ici qui est forcément favorisée. Et on nous donne une constante qui est très grande, qui vaut ici 5 × 10⁻⁶, donc la réaction est même totale. Voilà pour cette première partie, donc je vais couper la vidéo ici pour pouvoir corriger la suite dans une autre vidéo. A tout de suite.